Captain Walker, and he is assisted by First Officer Hawkins. Captain Walker has informed me our flight time today will be 5 hours. Your beverages will be complimentary. For a complete listing of the beverages we do offer, you can refer to the Magna Hemispheres magazine. Ce film m'a conduit sur les traces d'une histoire bien étrange qui constitue l'une des affaires criminelles les plus spectaculaires de l'histoire des États-Unis. Tout avait commencé de manière anodine. Je m'étais aperçu que l'informatique utilisait des concepts empruntés à d'autres domaines. Multimédia, virtualité, abolition des frontières et révolutions de toutes sortes faisaient partie du programme d'un courant artistique d'avant-garde des années 60. Ce courant voulait supprimer les frontières entre l'art et la vie. Son mot d'ordre était « Change now », changer maintenant. Un cocktail fascinant de révolte, de rock et de pop. Leitmotiv de ce mouvement, tout est possible. La réalité est transformable à volonté. Tu es ce que tu veux être. La rencontre entre le monde de l'art et celui de l'informatique m'intrigue. Pourquoi les artistes et les ingénieurs informatiques ont-ils utilisé des modèles et des concepts apparemment semblables? Existait-il un modèle et un système commun, secret? Mes recherches me mènent chez un éditeur à New York. Dans les années 60, John Brockman faisait partie de la scène multimédia new-yorkaise et côtoyait John Cage, Jonas Mekas et Andy Warhol. Il devient riche et célèbre dans les années 80, au moment de l'émergence de l'art multimédia et des nouvelles technologies. Brockman est alors l'agent littéraire de physiciens, de chercheurs en génétique et d'ingénieurs informatiques dont la promotion est digne de celle des pop stars. Dans les années 90, sa maison d'édition devient le centre d'un réseau de scientifiques, d'artistes et d'hommes des médias qu'il baptise Digerati. Une cyber-élite qui conjugue avec talent la technologie multimédia, l'informatique et les affaires. En 1993, le réseau de John Brockman est la cible d'un attentat à la bombe qui fera une victime, l'ingénieur en informatique David Gilliland. Le FBI arrête le présumé coupable, un ancien professeur de mathématiques diplômé de l'université de Harvard, Ted Kaczynski. Pourquoi un mathématicien devient-il terroriste? John Brockman est mon premier interlocuteur. En 1963, il s'est installé à New York et a commencé une carrière de banquier. I was walking through Central Park one day, playing my banjo, and along comes Jonas Mekas with his little 8mm camera, and he starts filming me. We started to talk, and within a day, I was the new director of the Filmmaker Cinematheque. And I quit my job
And he said he wanted to put together a festival based on cinema but incorporating other arts. And that was the mandate, and he made some suggestions. We thought about it, talked about it, and it was up to me to put it together. And so I called it the Expanded Cinema Festival. And I went to Rauschenberg, Oldenburg, Nam June Paik, the USCO group, Carolee Schneemann, dancers, artists, poets, audiovisual people, and the only requirement was cinema somehow was incorporated into the piece. Just a total rearranging of the senses. You didn't know what you were looking at. And all these people were experimenting with media. They were dealing with technological stuff. You know, nobody was talking about cybernetics at the time, but they were all reading McLuhan. Rauschenberg told me about McLuhan, suggested I read it. Then Cage handed me a copy of Cybernetics by Norbert Wiener and said, "This is something for you." Because I was extremely interested in notions of feedback and nonlinearity. I got a call from A.K. Solomon, who was head of biophysics at Harvard, and he had read about the Expanded Cinema Festival. Said, you know, we have all these scientists up here at Harvard and MIT, and a group of us would like to invite a group of artists to spend a couple of days in a seminar, to talk about mutual interests. So I was invited to put this together, which I did. And then they took us to see the computer. There was a room, and everybody there was wearing white coats, and they were cold, and we were cold watching the computer and all these cards and file cards, and I just stood there like a kid with my nose against the window, and it was so exciting, and I have no idea why. J.Z. Young, an Oxford biologist in Doubt and Certainty in Science, said, we create tools and then we mold ourselves through our use of them. And I read that in 1964, and something went off. And I suddenly realized that reality isn't this thing in front of us on a proscenium stage. It's a movable feast. We are creating technologies, then we are the technologies. It's not your heart is like a pump, your heart is a pump. It's not your brain is like a computer, your brain is a computer until the next thing comes along. Now you're a neural net, or now you're an information system. And, the circles widened. So there was Heinz von Forster, who was the dean of the world cyberneticists. There was Gregory Bateson, Stuart Brand. Almost all these people were authors, as I was. I'd read all their books. And no one in New York had a clue that there was something happening, that there was a consciousness or mindset that had evolved, and you could connect all these people. Like, you can connect this and this. There are ways to put it together and to see a cohesive whole, and they were best-selling authors, and they were getting screwed by the publishing industry. So I was dragooned into becoming an agent because I had a business background, and they said, why don't you just go back and look after our interests? Take you an hour a day. And I thought it would be a nice way to pick up some money while I wrote books. And I found out very quickly that I was sitting on an oil well and I couldn't control. And that was 30 years ago. In 1993, someone attacked your network. We talked about your network, and David Gelernter, one of your fabulous writers, received a letter bomb from the Unabomber. Right. Why do you think he was a target? Well, I know he was a target. This madman, criminal madman, would read the New York Times, and a lot of the people he picked as targets were people that John Markoff had profiled. So
Gelernte was the subject of one of the biggest profiles ever in the Times in 1991, and I'm sure that had something to do with it. But the Unabomber, he studied in Harvard, and he was a mathematician. Yeah, and he's a sick criminal. I wouldn't have a serious discussion about this guy. You know, he doesn't rise to the level. I think he's a guy that wrote this manifesto that he couldn't possibly get published because it's written so badly and is so flawed. So in order to get it published, he killed people. End of story. People can have arguments about environment and science, but you don't need to kill people to make your point. And I wouldn't dignify him by discussing him any further. Let's change the subject. So call a car. La réaction de John Brockman à ma question sur Ted Kaczynski me surprend. Quel est donc ce fameux manifeste dont il m'a parlé ? Entre 1978 et 1995, une série d'attentats à la bombe secoue les États-Unis. 3 personnes trouvent la mort. 23 autres sont blessées, certaines gravement. Les cibles de ces attentats sont des patrons de compagnies aériennes ainsi que des scientifiques de grandes universités. Les enquêteurs du FBI pensent qu'il s'agit d'un individu isolé doté d'une grande intelligence. Il lui donne comme nom de code Unabomber, en référence aux premières lettres des mots Universities, université, et Airlines, compagnies aériennes. En 1995, les rédactions du New York Times et du Washington Post reçoivent des lettres dans lesquelles un groupe terroriste jusqu'alors inconnu, qui se fait appeler FC, abréviation pour Freedom Club, réclame la publication d'un manifeste en échange de l'arrêt des attentats. Avec l'autorisation du FBI, les journaux publient le 2 août 1995 des extraits du manifeste de 56 pages. Cela conduira à l'arrestation du mathématicien Ted Kaczynski. David Kaczynski reconnaît les citations de son frère et, à la demande de sa femme, en informe le FBI. En 1996, le FBI arrête Ted Kaczynski dans l'État du Montana, où il vit depuis 25 ans, dans une cabane qu'il avait construite.
Mon interlocuteur suivant est Stewart Brandt, ami et client de John Brockman. Nous nous rencontrons à Sausalito, un ancien village de pêcheurs dans les environs de San Francisco. Dans les années 60, Stewart Brandt faisait partie d'un groupe de hippies et d'artistes qui vivaient sur des péniches. L'écrivain Ken Kesey est une figure centrale de ce groupe. En 1960, il servira de cobaye lors des expériences sur le LSD menées pour le compte du gouvernement américain. Plus tard, il sillonnera les routes avec des musiciens et le groupe de théâtre Merry Prankster. Il participera au célèbre acid test où sont consommés du LSD et d'autres drogues qui transforment la conscience en système ouvert, une forme d'alternative de la cybernétique. Stewart Brandt a été l'un de ces cybernéticiens alternatifs. Il possède toujours un petit atelier à Sausalito. Brandt est l'inventeur du concept de personal computer. Dans les années 60, il est l'éditeur du Whole Earth Catalogue, un catalogue de vente par correspondance de produits pour un mode de vie alternatif. Dans les années 80, il installe sur une péniche à Sausalito le premier réseau informatique alternatif au monde, baptisé The Well. Dans les années 90, il devient consultant pour l'industrie informatique californienne. Quel est donc le point commun entre l'informatique, le LSD et les hippies? In 1960 and 61, I was a lieutenant in the U.S. Army, based at Fort Dix, New Jersey. And on weekends when I could get away, I went to the Lower East Side of New York and hung out with artists, because by then I'd been hanging out with artists in San Francisco in 1959 and 60. John Brockman was part of that, a fellow named Steve Durkee, a poet named Gerd Stern, a group of artists and engineers called USCO was taking shape about then, standing for Us Company. The mechanism of meeting Ken Kesey was very straightforward. It was through Indians. By chance, I was a photojournalist then, and I got a job through a friend photographing Indians in Oregon at the Warm Springs Indian Reservation. So I photographed these guys, and I thought, this is a real interesting, different America that I didn't know about, that is fundamental and profound. And then Kesey's book came out, One Flew Over the Cuckoo's Nest, which had a character in it named Chief Broom. And Chief Broom was portrayed as an Indian from the reservation where I'd been working. So I was moved by that, and it sort of gave me the rest of the permission to think what I was thinking, that Indians were important. And so I sent Kesey photographs through a mutual friend. I knew his address that I'd taken, and he basically sent back a note, come on down. And was welcomed right in and blended in and became part of it. We're on our way to L.A. We'll have to all get together on one plan of attack. How are we coming in? Is everybody Which at coming this in time everywhere? is you're going to have should all be coming in everywhere. But the Intrepid Trips production at the moment is the acid test. Okay, once again, the train is in. Being on the bus, going from acid test to acid test, basically, which was Kesey's form of performance art, using our band was a group called the Warlocks, which later became the Grateful Dead. A number of people around the group were
ex-Army like I was. A number of them were artists. And it was intensely improvisational. Come on now. Get some power up here on the stage. Our best technicians are now on the problem. All right, turn up the microphone. Was it a moving laboratory? Yes. In Kesey's mind, it was a moving laboratory. He said, these scientists talk about doing research, and that's really all they're doing is research. We're doing search. And if we don't boil rocks and drink the water, how do we know it won't make us drunk? And what we do is boil rocks. In other words, try any damn thing. And some of them were pretty interesting experiments. One, for example, would be take a whole bunch of people sitting around, basically stoned, 15 people. Take a bunch of garden hose and cut it up into 8 or 10 foot lengths, tie it all together in a knot, grab two pieces, talk into one and listen to the other. And everybody's doing this. And so you know who you're hearing, but you don't know who you're talking to. And this is happening in a group of 15 people, just to see what happens. That was search. The Whole Earth Catalog Project certainly had all of that frame of reference, but it specifically came out of an LSD afternoon where I was on a rooftop with probably 200 micrograms of LSD in me, nothing better to do, and thinking about, or in context of lectures I had recently heard by Buckminster Fuller, and Fuller, like McLuhan, was one of the people we were paying attention to then. And Wiener was in there, Cage was a little bit in there. The initial audience, in my mind, was communes, was people who were trying to reinvent civilization, and I was just trying to provide the tools with which to reinvent civilization. And turned out a lot of people were interested in that. The communes that try to, quote, go back to basics and just farm, made a real good try at doing that. And some of them even learned a fair amount of serious farming. A book that we purveyed in Whole Earth Catalog called Goat Husbandry was a very popular book. And it's a good book. You get the book, get a goat, you can do it. Milk and everything. But it didn't play out very far. It was basically a different kind of dead end from what drugs were. Whereas some of the technology, some of the alternative energy technology showed real promise. Solar energy basically took off gradually and takes off to this day. Computer technology, obviously. And because the counterculture hippie frame of reference was there for outlaws of all kinds, it basically swept right through the outlaw computer people, the hackers, and became their frame of reference in a kind of a gift economy optimistic approach, became then the basis for personal computer software, then the internet and the web, and on and on. And that's the main legacy from the 60s, as far as I'm concerned, is the open system approach to everything having to do with computers. Stuart, you offered 2 lines in the catalog. How to use a computer and how to build a cabin in the woods like Thoreau, one of the American icons. On one side, you offered technology, and on the other side, anti-technology in one book. Mm-hmm. I agree.
Was there a discussion about that among the users of the catalog, or was it a conflict? What was your position in this time? We came down on one side of the conflict between technology and anti-technology. We came down on the side of technology, basically on the theory of the way to make a technology work for you is just grab it and run with it and go do whatever you want with that technology. And if that happens and everybody does that and these technologies basically get democratized, then they will work out okay. If you fail to do that and just say they're very, very evil and I will never touch them, then they have complete freedom to be as evil as they want. You know who wound up in Thoreau's cabin was the Unabomber, was Ted Kaczynski. Yeah. Saying this is evil, 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 and I'll prove it by killing some of the people who do it. And then, that line then leads to Bill Joy saying, Ted Kaczynski is right about a few things. You read his stuff, and there's some sensible critique in there that we need to take seriously because, what if we democratize weapons of mass destruction? Is that a good thing? It was okay to democratize personal computers and the internet, but what about weapons of mass destruction? It's a fair question. And that's one that we're now dealing with in the early 21st century. I think it will eventually sort out, but it's a real question. Well, he was saying the culture is going a whole direction here, and I think it's a dangerous direction, and I will personally prevent it from going there. And he got heard by vile means, but he got heard. La société industrielle et son avenir par le FC. Les conséquences de la révolution industrielle sont désastreuses pour l'humanité. Nous préconisons donc une révolution contre la technologie. Le progrès technique et scientifique va détruire la liberté de l'individu. Il n'existera bientôt plus de lieu où l'individu pourra échapper à la surveillance d'un superordinateur et au contrôle de la conscience. Il serait vain de combattre ce système sans utiliser la technologie moderne. Nous devons utiliser tous les médias pour diffuser notre message. La nature est l'opposé de la technologie et constitue l'alternative parfaite à ce système. Plus vite ce système disparaîtra, mieux ce sera pour l'humanité. Florence, Colorado, le 28 février. Cher Monsieur Dambeck, je vous remercie pour votre lettre et vos questions auxquelles je vais essayer de répondre. Cela me permettra d'approfondir mes connaissances en allemand. Je ne suis pas un scientifique,
J'ai été mathématicien il y a 30 ans, mais j'ai oublié la plupart de mes connaissances en mathématiques. Je pense que les utopies sont absurdes et dangereuses, particulièrement celles d'une société technologique. La technologie est un pouvoir opiniâtre et extrêmement dangereux, qui nous conduit où elle veut bien nous conduire. Cela ne tient ni du hasard, ni de l'arbitraire de bureaucrates, politiciens ou scientifiques arrogants. Mais le système technologique doit tout simplement conformer le comportement humain à ses propres exigences. Ceci est indispensable pour qu'il puisse fonctionner et continuer de s'étendre. Vous me posez également des questions sur le manifeste. Toutes les versions publiées du manifeste sont incorrectes. Elles contiennent de grossières erreurs. Si vous souhaitez recevoir une version exacte du manifeste, je peux vous en envoyer une. Vous pouvez continuer de m'écrire en allemand. Comment naît une utopie? Est-ce qu'elle naît par hasard? A-t-elle un ou plusieurs inventeurs? Existe-t-il un plan? Au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, on forme l'élite internationale des ingénieurs et des scientifiques. Le MIT a été un pionnier dans le partenariat entre l'armée et les universités. Cette collaboration commence pendant la Première Guerre mondiale et se poursuit pendant la Seconde, où la technologie devient décisive. Stuka auf Stuka kippt ab. Le 13 août 1940, la Luftwaffe lance son offensive contre la Grande-Bretagne. Peu après le début des attaques allemandes, le mathématicien et physicien américain Norbert Wiener met son savoir au service de la lutte contre le fascisme. Wiener est professeur de mathématiques au MIT. Pendant la Première Guerre mondiale, il s'est intéressé aux questions de balistique et d'artillerie. Comment construire une machine qui peut prévoir les mouvements des avions de chasse, de façon à pouvoir les abattre? Wiener doit pour cela tenir compte de la nature technique de la guerre, où hommes, bateaux et avions ne sont plus sur l'écran radar,
que des points et des dessins abstraits. Le pilote ne fait plus qu'un avec son avion. La frontière entre l'homme et la machine s'estompe. Il en résulte un adversaire anonyme et mécanisé, dont les actes sont simulés et calculés dans des laboratoires de guerre. Les machines de Weiner ne seront pas utilisables avant la fin de la guerre, mais le mathématicien posera avec elles les bases d'une nouvelle science que l'on baptisera cybernétique. La cybernétique s'intéresse à la transmission des informations dans la machine et l'être vivant. À la base de la cybernétique, il y a la supposition que le système nerveux humain ne reproduit pas la réalité, mais la calcule. L'homme apparaît comme un système qui assimile des informations, la pensée comme un traitement de données, et le cerveau comme une machine constituée de chair. Le cerveau n'est plus le lieu où le moi et l'identité se forment de façon mystérieuse grâce à la mémoire et à la conscience. C'est une machine constituée de circuits, de boucles de contre-réaction et de nœuds de communication. Une boîte noire dans laquelle la cause devient effet et l'effet devient cause. Un système de feedback fermé avec des entrées et des sorties de données que l'on peut contrôler et calculer. Le cerveau n'est plus envisagé du point de vue de la nature, mais de celui incontestable des mathématiques et de la logique. La vision, selon Weiner, d'une société cybernétique fournit aux États-Unis, devenus une superpuissance politique et militaire, une légitimation scientifique. La cybernétique devient la nouvelle science de référence et se développe sous plusieurs étiquettes. D'une théorie naît une pratique à l'échelon international. Florence, le 6 mai. Disposant d'un peu plus de temps, je réponds à présent à votre lettre. Vous me demandez à quoi ressemblerait une société post-technologique. Quand toute la technologie moderne sera détruite, il n'y aura plus ni biotechnologie, ni ordinateur, ni bombe atomique, etc. Restons dans des exemples pratiques et concrets. Aimeriez-vous que les hommes vivent dans un monde virtuel? Aimeriez-vous que les machines soient plus intelligentes que les humains? Que les hommes, les animaux et les plantes deviennent des produits de la technologie? Si cette idée ne vous plaît pas, les sciences informatiques et biologiques sont manifestement dangereuses pour vous. Voilà qui est très simple, et n'a rien à voir avec la morale, le théorème d'incomplétude de Gödel ou d'autres questions philosophiques abstraites. Vous avez proposé de m'envoyer quelque chose qui me ferait plaisir.
J'accepte volontiers cette offre. Mon dictionnaire d'allemand est petit, mauvais et en très mauvais état. Je serais très heureux de recevoir un bon dictionnaire allemand-anglais. Seule restriction, vous n'êtes pas autorisé à envoyer un dictionnaire avec une reliure rigide. With the Cold War, with World War II over, and now us turning our attentions to the Russians, we needed various ways to, one, literally protect our skies, and two, to give the people of the U.S. Sort of a feeling of security. And that's where SAGE came in. SAGE is the largest computer ever made, and this is only one portion, and all of this is another portion. And we have less than 10% of one SAGE machine. First wide-scale use of modems was on this machine. And how it worked was you'd actually see a blip on the screen that was moving, and you would access that blip with a light gun by actually clicking on it. And if there was any information in air traffic control, it would show up in one area. But if not, the intercept technician would have to have it shot down. And you can see the large screen here. And first wide-scale use of modems, it was a decentralized network. So if a bomb was to take out one of them, you could still control the output and the inputs from another station. So it was very influential in the early days of the ARPANET, with a lot of the whole concept of, being able to keep the network running if you lose one of the nodes. Indicate what was coming, and then you could scramble jets or even launch missiles from the ground. You also see that you have the ability to dial up other sectors and control their airspace also. And if you wanted to zoom in and just deal with a specific division, and then you could access that and actually would give you a full screen of that. Very, very advanced system. You can see you have standby, off power, or you can just keep the cooling to it at any time. You also had a cigarette lighter and an ashtray, so if you were smoking, you could keep from going insane. In response to the recent cases of anthrax in the U.S., all of the experts I spoke with said the worst thing we can do right now is panic. We need to let public health officials and the FBI carry out this investigation. And in the meantime, what the government can do is take some time to get enough of your love, as well as what not do. I'm a hard boy, baby. I can't get enough of your love. When I go to sleep at night, that's the only thing I'm dreaming of. Retour à Ted Kaczynski. En 1958, l'adolescent de 16 ans, au QI de 170, commence ses études de mathématiques à l'université de Harvard. En 1967, Ted Kaczynski est professeur de mathématiques à l'université de Berkeley. Pourquoi Ted est-il passé dans le camp des opposants à la technologie et n'est-il pas devenu un hippie passionné d'informatique comme Stewart Brand ou John Brockman? D'où lui vient sa peur tardive des ordinateurs et des techniques de contrôle psychologique que l'armée américaine développait à cette époque dans ses laboratoires secrets?
Comment crée-t-on des réseaux informatiques planétaires à partir d'ordinateurs isolés? C'est la tâche à laquelle s'est attelé l'ancien ingénieur de la NASA, Robert Taylor, à la fin des années 60. Taylor fait partie des jeunes ingénieurs et scientifiques enthousiasmés par la cybernétique de Norbert Wiener et les premiers ordinateurs. L'expert en missiles quitte rapidement la NASA pour devenir directeur scientifique au Pentagone. Là, il décide du montant des subventions accordées par le ministère de la Défense aux laboratoires des universités, aux entreprises ou aux scientifiques pour leurs projets de recherche. Il décide aussi de qui recevra ces subventions. Le projet ARPANET, développé sous sa direction dans les années 70, est le précurseur d'Internet et de tous les réseaux de communication utilisés aujourd'hui dans la guerre électronique. ARPA was founded in 1957, maybe 58, as a result of Sputnik. The Sputnik occurred in October of 57, and it greatly surprised the United States. They had no idea. In 58, very soon after Sputnik, Eisenhower, who was president then, asked the Department of Defense to set up a special agency called ARPA, the Advanced Research Projects Agency, to look for research projects that had a longer-term expectation associated with it, so in the hopes that we would not get surprised again, like the Russians surprised us. So the initial ARPA programs were all space-related, not computer research, by and large. Then in 1960, NASA was formed, and by Kennedy. And the ARPA space programs were all transferred to NASA. That left ARPA, by 61, 62, it left ARPA an opportunity to do some other things. And one of the things they decided to get into was computer research. For my office in ARPA and for some of the other offices in ARPA, the policy was go find people with really big ideas that you think might work, and if they do work, the payoff will be very large. And then there were people, labs, offices, and companies. Yes. And how... And I was supporting... Can it work? Can you draw for me how exists then a network? Okay, so this group here has its own computer, and this group has its own computer, and this group, and so on. But these computers cannot communicate with one another unless you put a little translator next to each one of these. So this computer's sending something over here, it goes through this translator. The translator translates this language, if you will, or these bits, into a common language that he can understand and he can understand, but he can't and he can't. And so the translation goes through here, it comes here. This guy then translates this stuff into something that this guy can then receive. And the same is true over here, and over here, and even over here, so that everything is sort of multiple connected. But some historians have looked at this and said, well, the reason that ARPA built the ARPANET was in the case of nuclear disaster. No, that's not the reason we built the ARPANET. We built the ARPANET to enable people in different
places who had common interest to share those interests. The internet is simply an evolution of the ARPANET, both in philosophy and in technology. All that took place from over the period 1971 to 1976 or so. And we had the first internet up and running in 75 or 6 when we put the Ethernet and the ARPANET together. So those were good years. There was a lot to do, and it was obvious what to do. And there was, and all these different things had to fit together nicely. They had to work together. So that was a lot of fun. Robert, for you it was a lot of fun, but other people were afraid of these growing networks. For them it seemed like cancer or a machine which we perhaps couldn't control. What do you think about such critics like Ted Kaczynski? He's crazy. We have people like that in our society. But he was a mathematician. He studied in Harvard. Yeah. Hitler was an artist. He studied in Vienna. Did you read the manifesto? You mean Mein Kampf? No, the manifesto by the Unabomber. No, I didn't read it. I didn't read Mein Kampf either. What am I afraid of? I'm afraid of, well, I'm afraid of the Al-Qaeda. I'm afraid of cancer. But I don't know enough. If we knew how to cure cancer, if we had more knowledge, in other words, about cancer, then we wouldn't be afraid of it. But you know cancer is an illness, Krankheit? Illness? Yeah. Is an illness of the modern society, is an illness of the civilization. Yeah, but someday, I believe, we will understand how to cure cancer or prohibit cancer. I believe that will happen long before we have an electronic battlefield or a machine that we can't control. And when we know how to cure or prohibit cancer, we will no longer be afraid of it. It's a question of knowledge, of eliminating ignorance. Ignorance is a state of no knowledge. Ignorance. It's not stupidity. That's something else. Ignorance causes fear. Quels sont les premiers éléments de mon enquête? Un ancien mathématicien dont aucun de mes interlocuteurs ne veut discuter la critique du système, des ingénieurs et des artistes passionnés de technologie. Tout ceci fait apparemment partie d'un système dont je commence tout juste à percevoir les contours. Un système de feedback génial qui utilise chaque attaque contre lui et chaque perturbation comme source d'énergie lui permettant de se perfectionner. Qui a besoin d'une telle chose? Qui a conçu une telle chose?
Entre 1946 et 1953, des scientifiques éminents de diverses disciplines se rencontrent au Beekman Hotel à New York, à l'invitation de la fondation Joshua Messi. Parmi eux se trouvent Norbert Wiener, Margaret Mead, Gregory Bateson, Kurt Lewin et John von Neumann. Le but de ces rencontres confidentielles, que l'on baptisera plus tard les conférences Messi et auxquelles participent parfois des agents de la CIA, créer une science permettant de prévoir et de contrôler le comportement humain. En ces temps de guerre froide, les États-Unis ont un besoin urgent de cette arme pour avoir l'avantage sur le nouveau champ de bataille du subconscient. Les participants des conférences Messi accueillent avec grand intérêt la publication en 1950 de La personnalité autoritaire. Il s'agit d'une étude collective de l'Institut international de recherche sociale, une annexe de l'Institut de recherche sociale de Francfort, dont les figures majeures sont Max Horkheimer et Theodor Adorno. La personnalité autoritaire est à l'époque l'étude sociologique la plus complète d'une société, en l'occurrence les États-Unis. Elle entreprend de fournir une explication scientifique aux préjugés religieux et raciaux. Les milliers d'entretiens récoltés forment une gigantesque base de données qui est exploitée par les ordinateurs les plus modernes et doit expliquer comment le comportement autoritaire peut devenir un phénomène de masse. Les auteurs de l'étude pensent que la cause se situe dans la matrice autoritaire de l'homme, qui est la clé de la psychologie du fascisme et des systèmes autoritaires en général. Cette matrice se développe au travers de l'éducation et de la tradition. Elle est incompatible avec la représentation métaphysique d'une nature supranaturelle. Objectif de la personnalité autoritaire, cerner l'individu potentiellement réceptif au fascisme et au racisme, spécialement envers les Juifs. À cet effet, les sociologues mettent au point une échelle qui doit mesurer le potentiel fasciste de l'individu, baptisée échelle F. Les tendances cachées de la personnalité doivent être mises à jour grâce aux techniques psychologiques les plus sophistiquées, comme celle du psychologue américain Henry Murray, l'un des pères des tests de recrutement actuels. Pour éradiquer à jamais le fascisme et l'antisémitisme, il apparaît nécessaire de changer la nature de l'homme et son modèle culturel afin que cette matrice autoritaire disparaisse définitivement. Mais comment pénétrer sans opération dans la personnalité et la conscience des hommes pour changer cela ? D'après le psychologue gestaltiste Kurt Lewin, l'un des participants aux conférences Messi, il convient d'abord de détruire les anciens équilibres et valeurs pour rendre les relations fluides. De nouveaux équilibres et valeurs peuvent alors être établis, qui seront consolidés de façon durable par l'autorégulation. La rééducation devient de l'auto-rééducation. Le monde est censé se transformer en une société mondiale post-nationale et multiethnique sans frontières codifiées.
les participants des conférences Messie pensent pouvoir fournir les outils et les plans de construction nécessaires à l'avènement de ce nouvel ordre mondial. Des machines à calculer nouvelles et plus rapides, ainsi qu'une théorie des systèmes et des modèles cybernétiques grâce auxquels tous les domaines de la science, de la culture et de la politique pourront être contrôlés et dirigés. Cela doit permettre la programmation d'un homme nouveau, d'un homme anti-autoritaire. Florence, le 15 mai. Dans votre dernière lettre, vous m'avez posé tant de questions que je ne peux répondre à toutes. Lorsque je vous ai écrit que le concept d'utopie était insensé et dangereux, je ne voulais pas dire que toutes les utopies sont insensées et dangereuses. Je faisais référence à l'utopie selon laquelle on pourrait créer une société, selon un modèle jugé idéal. Vous avez certainement votre propre utopie. Mais une autre personne aura une autre utopie, qui sera peut-être très différente de la vôtre. Aimeriez-vous que cette personne vous impose son utopie? Avez-vous le droit de lui imposer la vôtre? J'aimerais beaucoup répondre à cette question ainsi qu'aux autres, mais de graves problèmes sont apparus qui me causent beaucoup de soucis. C'est pourquoi je termine ici cette lettre. Je vous écrirai plus longuement, ultérieurement. C'est dans des lieux comme Esalen, un centre ésotérique situé sur la côte californienne, que se déroulent dans les années 70 des rencontres entre artistes et participants des conférences Messie. Il s'agit de faire émerger une nouvelle spiritualité grâce à la cybernétique et aux drogues et de vulgariser les idées des conférences Messie. Participent à ces rencontres Stewart Brandt, John Brockman, ainsi que des gourous de l'avant-garde tels que John Cage ou Buckminster Fuller. Elles permettront à la cybernétique et à la théorie des systèmes de se répandre dans les milieux internationaux de la bohème et d'acquérir ainsi une aura non militaire. Le physicien et philosophe Heinz von Foster prendra part à l'une des rencontres d'Esalen. Né en 1911 à Vienne, Foster a été en contact, lorsqu'il était étudiant, avec le philosophe Ludwig Wittgenstein et les scientifiques du Cercle de Vienne, les précurseurs de la cybernétique et de la théorie des systèmes. En 1953, Heinz von Foster devient aux États-Unis secrétaire des conférences Messie, ce qui lui donne l'occasion de côtoyer l'élite scientifique américaine. Foster compte parmi les pionniers de la théorie du constructivisme, qui considère que l'homme construit lui-même sa réalité et qu'il n'existe pas de réalité objective.
Dans les années 60, Heinz von Foster dirige son propre laboratoire de recherche, le Biological Computer Lab, à l'Université d'Illinois. Pour le compte des départements de recherche de la marine et de l'armée de l'air américaine, il travaille entre autres à la réunion des systèmes numériques et biologiques. Heinz von Foster n'a jamais possédé d'ordinateur, car il est persuadé d'en être un lui-même. Bin ich durch Zufall auf den Wiener Kreis gestoßen. Und diese Vorträge, die ich dort gehört habe, haben mich tief beeindruckt und wirklich das letzte Mal gewesen, ja. Dann durch Zufall bin ich auf einen Wiener Philosophen gestoßen. Ja, da habe ich dasselbe blaue Hemd. Also bin ich immer noch derselbe Heinz. Wie ich diesen Tractatus Logico-Philosophicus zum ersten Mal gelesen habe, war ich völlig hingerissen. Ich habe also fast den ganzen Traktatus auswendig gekonnt. Habe aber niemanden gefunden, mit dem ich darüber reden kann. Nur wenn zu uns zu Hause in der Familie irgendwelche philosophische Sätze gesprochen worden sind, habe ich gesagt, nein, so geht das nicht. Ludwig Wittgenstein sagt, Proposition 4,52, so und so und so ist der Fall. Und meine armen Eltern und Verwandten haben gesagt, was machen wir mit diesem armen Buben? Der ist völlig brainwashed von Wittgenstein. Können wir irgendjemanden finden, der ihm da hilft, aus dieser Falle herauszukommen? Im Gegenteil, ich bin immer in diese Falle tiefer und tiefer hineingerutscht. Was ich sehe und was, glaube ich, in Ihren Fragenkomplex eintaucht, ist, dass Wissenschaft oder Scientia auf Lateinischen in diesen 2000 Jahren, seit Aristotel bis 2000, einen unerhörten Erfolg gehabt hat. Und auf was zieht sich Scientia zurück? Das indoeuropäische Urwort für Scientia ist ein Wort, das heißt Sky. Und das ist in Science und Scientia und in Schizophrenie und in Schism. Das ist das Wort für trennen. Und eben Systemik ist genau eine parallele Entwicklung, nur das Gegenteil von Science ist integriert. Also wenn Sie heute bedenken, die ganze Systemtheorie und die Systemforscher, die sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft auftauchen. Ich würde eben das eben nicht mehr Wissenschaft nennen, ich würde das eben Systemics nennen. Das heute die Wissenschaft ist übergegangen in eine Haltung, die zusammensieht, eine Systemics, also von Science to Systemics sehe ich die heutigen Schritte. Ich habe erkannt im Laufe meines Lebens, je mehr ich mich mit der Physik beschäftige, dass ich eigentlich ein Metaphysiker bin. Und damit habe ich mich dann mehr und mehr gespielt. Und wenn Sie mich fragen, ja, lieber Heinz von Foster, was ist ein Metaphysiker? Dann sage ich Folgendes. Es gibt unter den Fragen, die wir stellen über die Welt, gibt es solche, die man beantworten kann. Heinz von Foster, wie alt sind Sie? Das kann man beantworten, kann man nachschauen, Katalog, 1911 geboren, ist jetzt 90. Oder man kann Fragen, die nicht beantwortet werden können. Wie zum Beispiel, Heinz von Foster, sag einmal, wie ist das Weltall entstanden? Da kann ich eines von den 35 verschiedenen Theorien sagen. Und ich frage einen Sternkundigen, und er sagt, da war doch dieser Big Bang vor 20 Millionen Jahren. Oder ich frage einen braven Katholiken, und sagt, jeder weiß, wie das entstanden ist. Da hat Gott die Welt erschaffen. Und nach 7 Tagen war er müde und hat eine Pause gemacht. Das war der Sonntag. Also da gibt es verschiedene sehr interessante Hypothesen, wie das Weltall entstanden ist. Das heißt,
Es gibt deswegen so viele Hypothesen, weil die Frage nicht beantwortbar ist. So kommt es nur darauf an, wie interessant ist die Geschichte, die der erfindet, wie das Weltall entstanden ist. Da ist man natürlich ganz nah bei der Kunst. Wenn es darum geht, eine gute Geschichte zu erfinden. Ja. Also eine poetische Geschichte. Ja, genau, das ist die Sache. Es besteht ein Zweikampf oder ein Dreikampf oder ein Zehnkampf zwischen den verschiedenen Poeten. Wer erfindet eine lustige, amüsante und interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt, das muss es gewesen sein. Aber Herr von Förster, die Wissenschaft, auch gerade Ihre eigenen Forschungen, das sind doch nicht nur Erfindungen oder schöne Geschichten. Das beruht auch auf Mathematik, auf Zahlen, auf Beweisbarkeit, auf wissenschaftlich unbezweifelbaren Daten. Ja, naja, aber es gibt jetzt schon so viele Daten, dass man gar nicht mehr die ganzen Daten in seine Geschichte hineinbringen kann. Und dann werden dann künstliche Daten erfunden. Das sind zum Beispiel Partikel, Teilchen. Da werden Teilchen erfunden, die das machen, was wir nicht verstehen. Also meiner Meinung nach sind Teilchen immer Lösungen von Problemen, die wir nicht anderweitig lösen können. Also Erfindungen, um gewisse Probleme erklären zu können. Das sind Teilchen. Jetzt muss ich dumm fragen. Ja, das verstehe ich. Ja. Ja, ich lasse es mir ein bisschen besser erklären. Ja. Sagen wir, es ist eine Lücke in meine Theorie. Ja, da kann ich nicht mehr drüber springen. Ach so, nein, das sind einfach neue Teilchen, die entweder grün, gelb oder sprechig oder ich weiß nicht was alles machen. Die ersetzen das Loch in meiner Theorie. So behaupte ich, dass jedes Teilchen, was wir heute in der Physik lesen, ist die Antwort für eine Frage, die wir nicht beantworten können. Na, aber das ist doch schrecklich. Wie kann man denn auf der Grundlage einer Theorie, die Löcher hat, also auf so einem anscheinend wackeligen Fundament, also Maschinensysteme, weltweit sich ausdehnende Maschinensysteme quasi ins Unendliche wachsen lassen? Ja. Ist das denn nicht riskant oder gefährlich? Ja. In diesem weltweit funktionierenden Maschinensystem sind alle Aussagen richtig. Und das ist natürlich das, was man gerne haben möchte. Und warum sind die richtig? Weil sie sich alles von anderen Aussagen ableiten lassen. Wo führt das hin? Ja. Wie geht das denn weiter? Ja, immer mit weiter ableiten. Ja, aber es gibt doch irgendwo Grenzen. Eben nicht. Das ist das Schöne. Da kann man immer wieder weiter. In der Logik? Yes, genau. Aber in der Realität? Wo ist die Realität? Wo haben Sie die? En 1971, Ted Kaczynski abandonne sa chaire de professeur à l'université de Berkeley et part se construire une cabane dans les forêts du Montana. A-t-il pris au pied de la lettre la publicité du Whole Earth Catalogue de Stewart Brand qui promettait une vie différente et simple en harmonie avec la nature? Cherche-t-il dans cette expérience extrême une authenticité et une réalité qui se sont dissoutes dans l'espace illimité des mathématiques et de la logique et ne sont plus que des structures et des formules mathématiques abstraites? Quand cette expérience se heurte-t-elle à une limite et réclame-t-elle une radicalisation? Quand le déclic se produit-il?
Quand la fuite en dehors des mathématiques et de la logique devient-elle une fuite en avant dans la paranoïa, comme les médias l'ont insinué? Une fuite dans la paranoïa, comme celle de son collègue mathématicien Kurt Gödel, qui, avec son théorème d'incomplétude, pose une question à laquelle on ne peut répondre et se heurte à une limite au-delà de laquelle il n'y a que la paranoïa ou la vérité. Sur Internet, je trouve des informations concernant des expériences sur les drogues menées dans le plus grand secret par la CIA au début des années 60 à l'université de Harvard. Parmi les cobayes se trouvait l'étudiant en mathématiques Ted Kaczynski. Le responsable de ces expériences était le psychologue Henry Murray, cofondateur du département des relations sociales de Harvard. Florence, le 26 mars. Votre idée selon laquelle le théorème de Gödel remettrait en question les fondements de la science et des mathématiques est erronée. Le théorème de Gödel affirme seulement que certains problèmes en mathématiques ne pourront jamais être résolus. Quand j'étais jeune et naïf, je redoutais que la technologie ne construise un jour un monde ordonné, réglé et parfait. Aujourd'hui, je pense que c'est improbable. Le fait que j'ai changé d'opinion n'a rien à voir avec le théorème d'incomplétude de Gödel, mais avec l'impossibilité de prévoir le comportement des systèmes complexes et ouverts. Aimeriez-vous vivre dans un monde où des scientifiques et des machines plus intelligentes que l'homme sauraient et comprendraient tout, et pourraient par conséquent tout ordonner et régler? Si cette idée ne vous plaît pas, pourquoi vous plaindre que la science ne sait pas tout et que la théorie comporte des lacunes? Au lieu de cela, vous devriez vous inquiéter du fait que la science en sait trop. Je dois m'arrêter ici. Merci beaucoup pour le dictionnaire. En 1958, Ted Kaczynski est sélectionné avec 20 autres étudiants de Harvard comme cobayes pour des expériences visant à étudier la structure de la personnalité des élèves surdoués. Tous les étudiants reçoivent un nom de code. Ted Kaczynski sera lawful, qui respecte la loi. Le responsable de cette série d'expériences est le psychologue Henry Murray, ancien commandant de l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, maintes fois décoré. Pour le compte du département de guerre psychologique de l'OSS, l'Office de service stratégique, un précurseur de la future CIA, Murray développe un système de tests visant à déterminer les qualités de commandement des officiers. Les tests ont lieu dans une villa proche de Washington, dans un endroit tenu secret, baptisé Station S. Ils doivent évaluer le comportement des élites face à la pression psychologique.
Mais Murray nourrit d'autres ambitions pour la psychologie. Tout comme les auteurs de La personnalité autoritaire, qui utilisent les tests d'évaluation qu'il a mis au point, Murray pense que la psychologie et les nouvelles sciences sociales peuvent contribuer à l'avènement d'un monde de paix et d'harmonie. Un nouvel ordre mondial, avec des lois planétaires, une police planétaire et un gouvernement planétaire. Selon Murray, les États-Unis sont l'abstraction d'un seul et unique monde qui attend d'être créé. Le sort a choisi les États-Unis pour mener à bien la dernière et la plus difficile des expériences, la campagne globale du bien contre le mal. En nous soumettant totalement à un gouvernement mondial, nous réconfortons tous les hommes de la Terre grâce à la perspective de la sécurité qui peut combattre le spectre de tous les totalitarismes. L'homme national est obsolète et doit céder la place à un homme mondial. Experiments are conducted with mice. Mice exposed to a toxic compound are compared with others that were not exposed. Afin de mener à bien cette transformation, des scientifiques travaillant pour le compte de la CIA utilisent le LSD-25, une nouvelle drogue synthétique développée par les laboratoires pharmaceutiques suisses Sandoz. Comment pénétrer grâce à cette drogue dans le subconscient de l'homme afin de le reprogrammer. Have resulted in a perfect record of recovery. As soon as the compound appears to have potential as a chemical agent, process studies begin. By means of such studies, the best methods for manufacturing the compound in quantity are determined. Henry Murray, lui, a une obsession. Développer dans son institut de Harvard un super-ego qui doit immuniser le futur homme mondial contre toutes les formes de totalitarisme. Il met au point une batterie de tests où il soumet les étudiants cobayes à un stress psychique extrême. Listens to the psychologist speak, answers in turn. Talks slowly, moves his legs slowly. Le but de ces expériences, réaliser une investigation totale de la personnalité et du comportement pour pouvoir ensuite créer et contrôler les structures du caractère souhaité. À la même époque, le LSD fait son apparition sur le campus de l'université de Harvard sous forme de sucre en morceaux. Le jeune professeur de psychologie, Timothy Leary, a mis en place avec l'accord d'Henry Murray un programme de recherche sur le LSD soumis au contrôle conjoint de la CIA. Murray et Leary font eux-mêmes l'expérience du LSD. Ces expériences menées par Murray entre 1953 et 1964, sous les noms de code de MK-Ultra et Artichoke, visent à mettre au point des techniques de contrôle psychologique.
Y participent des scientifiques de toutes les grandes universités américaines. Ces expériences sont-elles réalisées, comme certains articles sur Internet le prétendent, pour le compte de la CIA? À quelle fin Murray utilise-t-il le Sacred Mexican Mushroom, un champignon hallucinogène qui pousse au Mexique et qui servira de modèle au LSD? Toutes les expériences de Murray sont filmées. Ces films, tout comme les résultats des expériences menées sur Ted Kaczynski, ont aujourd'hui disparu. Tonight, the trial of Ted Kaczynski when mental illness meets the law. It was a crazy beginning for the Unabomber trial, and crazy seems to be the right word. Prosecutors believe he is linked to as many as 16 bombings that killed 3 people and maimed 23 others in states across the nation. The former hermit has refused all court-ordered mental tests. His attorneys say he's afraid of psychiatrists, gets upset at the mere mention of their profession. Paranoid delusional thinking dictates Mr. Kaczynski's life. He went on to say Kaczynski has concern over government agents, satellites, electrodes, and mind control. It's not surprising to me that a bona fide paranoid schizophrenic person believes their delusions are reality. And in terms of Ted Kaczynski's self-appointed vengeance mission, if he is to be considered insane, then everything he's done will have no political effect, and it will have no meaning to society. Lawyers and psychiatrists agree. Ted Kaczynski clearly is not like the rest of us. Joining us on this Friday evening, now it's either a bomb factory or the home of the schizophrenic, depending on whom you ask. That's what attorneys on both sides of the Unabomber trial are saying about Ted Kaczynski's cabin, which arrived on the back of a big rig truck just before noon today. NewsTen's Gloria. Meanwhile, a key piece of evidence is on its way to Sacramento. Kaczynski's cabin leaving Great Falls, Montana this morning, being brought here as a piece of evidence for the defense. It's expected to take 3 days for the driver to complete the 1,100-mile trip to Sacramento. The cabin, which will be stored at Mather Field, is important to the defense strategy, portraying Kaczynski as mentally disturbed. The cabin measures just 10 by 12 feet. There's no electricity, no running water. Inside, FBI investigators found volumes of evidence connecting the former professor to nearly all the Unabomber crimes. Did Ted Kaczynski have more than one cabin? His own lawyers maintained the government was supposed to find other secret shacks that Kaczynski had built, apparently to escape civilization. Florence, le 1er avril. Dans votre dernière lettre, vous me demandiez quel est l'imaginaire d'un mathématicien. Vous croyez sans doute que les mathématiciens pensent toujours aux mathématiques. Mais ce n'est pas vrai. Les mathématiciens expérimentés pensent rarement aux mathématiques. La plupart du temps, ils pensent aux fleurs, au soleil et aux oiseaux qui chantent au printemps. Peut-être pensent-ils parfois aux femmes, mais ils ne le font pas souvent, car leur cœur est pur. Vous allez me demander, comment cela se fait-il que les mathématiciens ne pensent pas toujours aux mathématiques?
Je dois vous informer que les mathématiciens ne sont pas des scientifiques, mais des artistes. Vous souvenez-vous que je vous ai écrit au début que je n'étais pas un scientifique? Mis à part les mathématiques les plus élémentaires, comme par exemple l'arithmétique ou l'algèbre que l'on apprend au lycée, les symboles, formules et mots des mathématiques n'ont absolument aucun sens. Toute la structure des mathématiques supérieures est une immense escroquerie, un simple jeu, une farce inconsidérée. Vous allez me demander, n'y a-t-il pas un traître pour faire éclater la vérité? Oui, bien sûr, il y en a. Mais l'affaire est tellement incroyable que personne ne les prendra au sérieux. Le secret n'est donc pas menacé. En 1971, Ted Kaczynski s'installe dans la commune de Lincoln, Montana. Ses voisins sont Butch Gehring, propriétaire d'une scierie, et Chris Weitz, professeur de piano. Butch et son ami Chris aideront les agents du FBI lors de la surveillance et de l'arrestation de leur voisin Ted. Chris cherchera et trouvera la deuxième cabane de Ted, celle qui apparemment lui servait d'atelier pour fabriquer ses bombes. Cette preuve confirmera la théorie du FBI. Ted Kaczynski est bien le fameux Unabomber. Ted's home cabin, there became more and more people moving in. There was noise. He didn't have the privacy he had when he first moved here. I told you before, when Ted moved here in 1971, there was only 4 people living up here year-round, and so Ted had things pretty private. Well, at the time of his arrest, Butch has had all kinds of neighbors move in, and Ted liked to be by himself where he could work without being surprised, having somebody knock on his door or just show up or somebody come by. So he built this little cabin where he could go out into the woods and live off the land and be completely content and not have to worry about being surprised by anybody. You'll see here in a kind of a scrap pile right here, and right underneath of this tin, there was quite a few short lengths of pipe that had been drilled, the beginnings of explosive device, bombs. How's that? Who is a photographer from this? Me, but I've got some FBI photos too. This is the cabin before anything happened. When I talked to the FBI agents, just about every time Max Knoll and I were in constant contact prior to the arrest, I worked with him for about 30 days, doing photography missions, taking video, catching Ted out behind the house, but never on the camera, all just sounds. This was Ted's map. And this Ted's is map? Yes, this is his writing right down here. What it says is routes followed on foot from late autumn 71. All these black lines, handwritten lines, are Ted's trails. Now, Butch, written in by Ted? Yes, written in by Ted. It's an enigma. That's the best word I can come up with, because everything that he did experiments on and he wrote down very systematically. And not just bomb experiments, but other things. Very scientifically would write down how much of this or that he used,
how successful it was. And in the areas of his bombs, he was very meticulous when he would come up with a new mixture or a new type of detonating cap. You know, he would write down ranges and how effective they were and all of those kinds of things. And then later on, after the FBI finally started to cooperate with me, then they gave me some copies of some of his writings about some of his camps. And he uses words like my most favorite place, my most sacred place. We just looked at these a minute ago. Yeah, I brought In fact, those you along. have some of them right here. I've got the coded. I've got This a bunch is of coded, and he can read to you as Ted writes it. It's all down right here, and the it's FBI amazing. groups, they are waiting here in Lincoln. They are sitting The here. FBI was scattered all around the surrounding area, hiding. Yeah, they had Posing as geologists, posing as truck drivers, posing as this or that. Very low cover. Little did we know, out at the 7-Up Ranch, there was 70 more on computers and working other areas. So they covered it real well. In the field right around here, there was probably, 15? That were pretty regular. Oh, yeah. I'd say. Yeah. And when Max called me the night before the arrest, he said, is it okay if I use the mill as a staging area for the arrest? He says, I think I've got enough. And I asked him, I said, Max, well, how much do you expect to happen tomorrow? What do you have involved? He said, it's going to be overwhelming. There's going to be press. There's going to be a lot of press. And on the arrest deal, he said, how do you get him out of the house? And I said, well, just have Jerry, the Forest Service man, carry a map and stand on the road and just yell at Ted and say, hey, Ted, 4 or 5 times, and he'll come out. And he'll come to you. And you don't have to go to him. He'll come to you, and once he gets close enough to you, you'll be able to grab him. And that's exactly what they did. And it worked just great. This is Randy West for Supermarket Sweep. Supermarket Sweep has been an Al Howard production. Florence, le 14 avril. Vous me demandez par quel moyen peut-on refuser de prendre part à la réalisation d'une utopie quelconque? Qui me donne le droit d'utiliser la violence pour m'y opposer? Je considère que l'emploi de la violence, quand il s'agit par exemple de s'opposer à la réalisation de l'utopie d'une société technologique, n'est que de l'autodéfense. Bien sûr, on peut le contester. Si vous pensez que cela est contraire à la morale, alors n'utilisez pas la violence. Mais je vous pose à mon tour une question. Quel type de violence a provoqué le plus de mal dans l'histoire de l'humanité? La violence autorisée par l'État ou la violence non autorisée, employée par des individus? Je répondrai plus tard à vos autres questions. D'ici là, je dois m'atteler à d'autres tâches. En 1993, l'ingénieur informatique David Gellert reçoit une lettre piégée. Dans l'explosion, il perd un œil et la main droite. David Gellert est professeur d'informatique à l'université de Yale et responsable scientifique de la société Mirror Worlds, les mondes miroirs, qui fabrique des logiciels pour le commerce électronique et les nouvelles technologies de l'information.
Mirror Worlds est également le titre d'un ouvrage qui a rendu Gellert célèbre. Il y décrit l'avènement d'une société virtuelle basée uniquement sur des logiciels. Gellert est un critique violent des médias américains à qui il reproche de mettre à mal le système de valeurs morales des États-Unis par leur soif de sexe, de sang et de violence. The idea of Mirror Worlds, the book, was that the institutions and the organizations that we deal with every day that are becoming more complicated all the time would be mirrored in software, so that if I wanted to know what was happening at the university, I could look at the software image of the university and find out what was being taught and who was saying what and what was happening today and so forth. If I needed to deal with a government agency or with a company or with a hospital or with any organization, the organization would be reflected in software, like a building reflected in water. And the software version of the organization would be easier for me to understand and to deal with. It seemed to me that with the rise of global computer networks and more powerful desktop computers, that this would inevitably emerge. Nobody can control it. That's true, but it's not necessarily bad. It's an organic system, it's a distributed system. It's a system made of many tens and hundreds of millions of human beings, each one making his own decisions. And the uncontrollability is not necessarily bad. It makes things interesting. Certainly, there are conflicting trends. For a long time, the quality of American journalism declined because we at Yale University and American universities were not training students. High schools were not training students because computers were making it easier and easier to have fancy pictures instead of good writing. But on the other hand, we're now seeing it's easier to have a new TV station. It's easier to have a new newspaper. And computers have a lot to do with that also, because now you don't need a factory and a linotype machine, and it's much easier to produce a newspaper and make it available, sell it on the internet or the web. So technology helps to correct the errors and right the wrongs that technology created in the first place. And the pendulum swings, an old theory, but nonetheless. But David, what's the outcome of more and more TV stations? When you got a letterbone, that wasn't virtual, it was reality, and you, the victim, and the supposed perpetrator, were a real feast for the media. You were even portrayed together in a fictive dialogue. Why did you criticize the media for that? It strikes me as always dangerous to approach human life as if there were no moral component, as if a murderer and a normal human being are comparable and interchangeable. That's a point of view with catastrophic implications, moral relativism, which I am implacably against and always will be. As I prepared the film, I had a talk also with Stuart Brand. You know him, is also a teacher already, and he said to me this is a genuine counterculture phenomenon that the Unabomber was doing. He was just saying culture is going in the wrong direction, I will fight it. I think that's a despicable thing to say. It's a despicable thing to say.
We're talking about somebody who murdered human beings. If he'd met the widow and the children, as I have, of men this criminal has murdered, he would be less eager to describe him as a mere countercultural phenomenon. That's the sort of thing that makes me angry. It's no exact for a political language, or in the history it's Once a man is a murderer, I don't give a damn what his opinions are. His opinions are of no interest to me. What I know about him is that he's a murderer, a creator of pain and suffering. And his opinions are disqualified from being of interest to any civilized human being. Florence, le 2 mai. Cher Monsieur Dambeck, je poursuis ma réponse à vos lettres. Vous me demandez qui est habilité à décider du droit. Je prétends que personne ne l'est. Dans les sociétés civilisées, il est d'usage que ce soit l'État qui établisse le droit. Dans les sociétés non civilisées, ce sont les coutumes et les traditions. Si l'on refuse et s'oppose à la norme du droit établi par l'État et les coutumes, on aboutit à une révolution. Bien sûr, personne n'est habilité à la faire. Si vous pensez que c'est immoral, alors ne participez à aucune révolution. Mais la révolution est le seul moyen permettant de s'opposer au système technologique. Vous me demandez pourquoi je ne vous ai pas encore envoyé de copie de la version authentique du manifeste. C'est que je n'en possède aucune version authentique. Je possède 2 photocopies du manuscrit original, mais elles sont partiellement illisibles. J'ai 2 transcriptions lisibles du manifeste, mais elles contiennent toutes 2 des erreurs. Je suis en train de rédiger une version authentique du manifeste, dans laquelle je compare les 4 versions précédemment mentionnées. Mais il me manque du temps. Je dois répondre à tellement de lettres. Je préférerais que vous ne me posiez pas autant de questions. Ma biographie est de peu d'importance. Je ne veux pas en parler. Parlons plutôt des sujets importants. Bien à vous, Ted Kaczynski.